Ok, donc je pense qu'on va pas tarder à commencer. Donc j'espère déjà que vous parlez tous français. J'espère que ce sera compréhensible pour des gens qui ont un niveau, on va dire, B1, B2. Euh, Mireille était un peu mon exemple, je pense, de niveau de français pour non francophones l'autre jour. Et je pense que c'était un bon rythme et un bon niveau. Alors, je vais essayer de me calquer là-dessus, me caler là-dessus. Donc voilà, le sujet, c'est un sujet vaste, vaste comme le monde, les grands espaces linguistiques du monde. Je ne savais pas trop comment appeler la présentation parce que c'est un petit peu de la sociolinguistique à grande échelle. Je vais parler un petit peu de la situation des grandes langues du monde, de leur impact sur l'économie, un peu de démographie, quelques phénomènes qui sont liés à ça. Donc, ce que je vais faire, donc je vais faire beaucoup de détours et de parenthèses parce que j'aime bien faire des détours et des parenthèses, même quand dans la vie. En général, quand je raconte une histoire, ça dure trop longtemps. Déjà là, sur cette slide, j'avais décidé que ce serait 5 secondes, mais non, je parle déjà trop. Donc voilà, donc moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est un petit peu comment voir le monde à partir des langues. Donc on a le monde géopolitique classique, alors c'est les frontières politiques, c'est la Slovaquie, c'est la France, c'est le Canada. Et puis on considère souvent que les pays sont groupés en blocs géopolitiques, ils interagissent par proximité, donc on a l'Europe par exemple, des pays qui sont pas nécessairement toujours proches culturellement, mais qui interagissent entre eux. On a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Ben, l'autre manière, c'est quand même les grands espaces linguistiques, qui sont finalement des frontières mentales et des frontières, comment dire, oui, des frontières linguistiques et mentales et culturelles, voilà, qui sont d'autres barrières et à la fois d'autres regroupements qui se superposent aux frontières politiques sans nécessairement y correspondre. Donc, là, je voulais juste passer en revue quand même un petit peu ces grands espaces linguistiques que j'ai montrés sur la carte juste avant. Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que vous comprenez? J'essaye, peut-être c'est ça. Je sais que j'ai un problème avec, oui, j'ai un problème avec le temps. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à accélérer pour pas me faire avoir, mais voilà. Donc, ralentissons un tout petit peu. Donc, les grands espaces linguistiques qui forment des frontières qui ne sont pas nécessairement les frontières politiques. Donc évidemment, on a le français, donc assez grand espace, concentré quand même en Europe et en Afrique, où le français est langue officielle souvent, de beaucoup de pays africains, et bien sûr en Amérique du Nord avec particulièrement le Québec, donc le bastion francophone de l'Amérique du Nord. Donc bonne répartition quand même géographique des francophones et pas mal de locuteurs, là, difficile à estimer, mais en ce moment, je pense qu'on doit être pas loin de 200 millions avec les locuteurs qui ne parlent pas en langue maternelle. On a bien sûr l'anglais, on ne va pas présenter, mais lui aussi présent sur à peu près tous les continents, même en Amérique du Sud. On a le Guyana, petit pays, le Belize aussi d'ailleurs, petit pays anglophone perdu là, mais on en a évidemment en Europe, on en a en Afrique, on en a en Océanie, et bien sûr on l'a un peu partout comme lingua franca, et c'est un thème sur lequel je vais revenir. Bien sûr, on a l'espagnol qui est plus concentré géographiquement, 2 continents. On a l'Amérique du Sud, on a l'Europe avec l'Espagne, un tout petit peu aussi la Guinée équatoriale, mais plus concentré. Portugais, un peu la même situation, avec un grand nombre de locuteurs au Brésil, bien sûr le Portugal, et aussi quelques pays africains. L'arabe, quand même assez concentré à la fois au Moyen-Orient et au Maghreb, avec lui aussi un grand nombre de locuteurs, d'environ 300 millions, en tout cas nominalement, puisque on ne va pas rentrer dans le sujet, mais il y a les arabes dialectaux et l'arabe standard des médias et de l'école. Le russe, autre grande langue, mais très concentrée géographiquement en Russie et autour. Et l'allemand, langue importante, je ne peux pas ne pas la mentionner en Europe centrale, elle aussi concentrée en Europe. On en a d'autres, juste comme ça. On a des langues qui peuvent être très très dispersées, par exemple l'espéranto que j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis on a aussi des espaces virtuels que j'appelle. Donc par exemple, le fait de parler une langue qui appartient à une famille de langues en particulier, ben, ça donne accès aux langues de cette même famille.
Alors par exemple, on pourrait parler de romanophonie, qui est un peu un espace virtuel, un espace potentiel de gens qui parlent une langue romane, donc issue du latin, et qui seraient capables facilement d'apprendre et de communiquer avec d'autres romanophones. On pourrait même dire la même chose de la slavophonie, parce que les langues slaves sont très proches entre elles. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu, c'est ça. Finalement, dans les relations entre les peuples, on a des relations de proximité. Par exemple, donc la Slovaquie est voisine de l'Autriche, est voisine de la Hongrie, de pays qui ne partagent pas nécessairement les mêmes sources linguistiques. Mais on a aussi des relations quelquefois à distance à travers en fait l'histoire. Et souvent, bon, c'est l'origine, c'est une origine coloniale, mais le fait de partager une langue, évidemment, ça fait partager un espace culturel. On le voit, par exemple, quand on parle de migration. Alors, si on prend l'exemple de Français qui habitent à l'étranger, il y a à peu près autant de Français au Québec, à peu près 100 000 qu'en Allemagne. L'Allemagne est juste à côté de la France, tous les Français ont le droit d'aller y travailler quand ils veulent. Il faut un visa pour aller au Québec et c'est à 6 000 km. Pourtant, les chiffres sont les mêmes. Pourquoi? Bien sûr, c'est la communauté linguistique qui fait que les gens sont attirés. On voit ça aussi dans la plupart des pays. Par exemple, en France, beaucoup de gens d'Afrique francophone, du Maghreb, viennent immigrer en Grande-Bretagne, beaucoup de gens issus du sous-continent indien, ancienne colonie britannique, etc. Et puis, on le voit aussi tous les jours sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un me partage un article en hongrois, je le comprendrai pas. Mais si un Québécois partage un article d'un journal local et qu'il est vu par un de ses amis qui habite en Côte d'Ivoire, à des milliers de kilomètres de distance, ils vont le comprendre. Donc c'est ça, c'est des continents linguistiques qui sont formés par les communautés, par la communauté linguistique. Donc, on a des choses qu'on partage avec nos voisins, mais on a des choses qu'on partage à travers la langue et à travers la culture avec des gens qui sont loin. Ah, voilà, donc j'ai donné l'exemple du Québec, et là où je voulais en venir avec cette idée, c'est que pour certains pays, en plus, c'est vraiment extrêmement stratégique, cette histoire de continent linguistique. Et la raison pour laquelle j'en parle, donc continents mentaux, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'ai l'impression qu'on donne on porte une forte attention à tout ce qui est relations de proximité, relations économiques, mais pour bien des pays, c'est critique d'avoir des relations lointaines avec des gens qui partagent leur langue. Donc au Québec, isolé en Amérique du Nord, îlot francophone en Amérique du Nord, eh ben, le reste de la francophonie, c'est un pont vers quelque chose qui n'est pas seulement l'Amérique du Nord anglophone, qui est voisine et qui est extrêmement présente. Donc, c'est comme appartenir à deux mondes en même temps, un monde mental et un monde géographique. Et les deux se complètent, et je crois même que, peut-être c'est quelque chose que j'en parlais plus tard, mais je le dirai tout de suite, c'est même quelquefois, je pense, ça qui est stratégique pour un pays, une culture, c'est d'être au confluent d'un espace, par exemple géographique, ça peut être là ici l'Amérique du Nord, et un autre qui est majoritairement hors de cet espace, donc par exemple l'espace francophone. Donc le statut des langues, donc on a vu, là je ferme une parenthèse, j'ai vu petit détour, petite parenthèse, à l'ONU, il y a 6 langues officielles, français, anglais, espagnol, russe, arabe, mandarin. Bien sûr, ça c'est juste une vision partielle des choses. On a donné à ces langues un statut particulier. Oups. On leur donne aussi à ces langues et à d'autres langues un statut particulier dans d'autres organisations internationales. Donc il y a des organisations qui en ont beaucoup, que ce soit l'Union européenne avec ses 24 langues officielles. Il y en a qui en ont juste une, comme l'Union postale universelle. Petite erreur que je me rappelle, dont on avait parlé, Union postale universelle, UPU, dont la seule langue officielle est le français. Et on a aussi des organisations qui s'occupent quand même de ces espaces linguistiques, Commonwealth, francophonie, communauté des pays de langue portugaise, Ligue arabe, organisation des États ibéro-américains. Donc le statut, comment est-ce qu'on peut regarder le statut? On a parlé des organisations internationales, mais ça c'est un peu formel. Commençons par regarder le nombre de locuteurs.
Donc là, on a la liste des langues les plus parlées dans le monde. Donc on commence par le chinois, qui d'ailleurs est un terme quand même vaste et imprécis. Je ne sais pas ce qui a été choisi pour là, mais quand même, que ce soit le mandarin ou toutes les langues chinoises ensemble, ça fait beaucoup. On voit l'espagnol, l'anglais, ces trois-là sont des langues importantes, y compris dans le système international. Mais on a aussi l'hindi, qu'on voit ici en 4e place, langue qui n'a à peu près pas de place dans le système international. On a l'arabe qui en a une, mais quand même inférieure à celle de la plupart des grandes langues européennes à vocation internationale. On voit par exemple, il y a le bengali, aussi très grande langue, mais finalement complètement ignorée au plan international. Donc je ne vais pas descendre sur toute la liste, ça risque d'être un peu long. Donc juste pour vous faire remarquer que le statut ne correspond pas nécessairement à un nombre de locuteurs. On peut aussi regarder les PIB par habitant, la richesse de ces locuteurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On commence ici par l'anglais, l'allemand, japonais, italien, français, russe, et ça descend. Donc ça aussi, c'est un facteur d'influence. C'est la richesse des pays qui parlent ces langues. Clairement, des pays qui exportent beaucoup ont une influence beaucoup plus conséquente que des pays qui sont soit exclus du commerce international ou qui ne peuvent pas y participer parce que, par exemple, ils sont encore trop peu développés économiquement. Donc ça se reflète dans des différences d'attractivité. Ici, là, c'est une liste qui vient tout simplement de Wikipédia, qui elle-même, je pense, prenait ici la Banque mondiale, si je ne me trompe pas, mais à vérifier. Peu de langues ont plus de locuteurs, quelques-unes, non, mais il y a beaucoup de langues, là c'était parmi les 15 premières, mais peu de langues ont beaucoup plus de locuteurs en langue non maternelle qu'en langue maternelle. Ça c'est très intéressant parce qu'une langue qui acquiert beaucoup de locuteurs à l'extérieur de son bassin de locuteurs maternels, c'est clairement un signe d'influence. Alors là, on voit peut-être pas très bien, mais j'avais calculé un petit peu un genre de facteur d'attractivité. Donc on voit qu'il y a certaines langues, y compris certaines langues nationales, malais et indonésien, que j'ai mis en jaune parce qu'ils ne participent pas vraiment au système international, mais qui ont beaucoup de locuteurs étrangers. C'est clair que le français, pour le français et l'anglais, c'est le cas. Mais pour beaucoup des autres langues, y compris des langues importantes, c'est globalement peu le cas. Donc ça, c'est une autre manière de vérifier l'influence des langues les unes par rapport aux autres. On peut aussi aller se chercher des données un peu moins, on va dire, formelles ou formalisées, comme par exemple le nombre d'articles Wikipédia. Donc l'anglais domine. On a aussi, bien sûr, c'est quelquefois un peu biaisé dans le sens où on voit la deuxième langue en ce moment, c'est le Cebuano, langue des Philippines. Je suppose que beaucoup d'articles ont été créés par ce qu'on appelle des bots, c'est-à-dire donc des programmes qui créent automatiquement des articles, des bases d'articles. Ce que j'essaye de dire, c'est que il y a plein d'aspects qu'on peut regarder pour évaluer l'importance et l'attractivité d'une langue. Et quelquefois, c'est des données auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé ou qui sont un peu périphériques par rapport à ce qu'on imagine comme faisant l'influence d'une langue. Donc, comment ces langues s'organisent? Donc plusieurs linguistes, dont David Gradol, dont je pense Louis-Jean Calvet en France, ont proposé un système pyramidal. Système pyramidal dans lequel en fait donc on a des locuteurs de plusieurs langues qui, pour communiquer entre eux, passent par l'intermédiaire d'une langue qui a un statut entre guillemets supérieur, qui leur sert de lingua franca, et potentiellement ensuite au-dessus de ces. Alors pour donner un exemple, je sais pas, peut-être en Mauritanie, un locuteur du Peul pourrait communiquer en français avec je sais pas, un locuteur du Wolof, par exemple. Et peut-être que ces francophones africains, dans un autre contexte, ou même tous les autres francophones qui parleraient par exemple un japonais, auront plus tendance à recourir à l'anglais. Donc on voit un système en fait de hiérarchisation par niveau entre langues qui sont communes et langues qui sont juste locales. Donc ça crée une hiérarchie. Il y a plusieurs modèles de ce genre de pyramide. Évidemment, aujourd'hui, on voit des très grandes langues, bon, bien sûr, surtout l'anglais, mais aussi le français, et on va dire localement, l'espagnol, le portugais, qui remplissent ce rôle. Mais dans certaines zones, je pense par exemple, je sais pas moi,
l'Asie du Sud-Est, peut-être la Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut-être même certaines parties d'Amérique du Sud. On va trouver des grandes langues régionales et des langues locales moins parlées au centre. Et c'est ce qui donne ce système hiérarchique. Donc d'où l'importance de l'apprentissage comme seconde langue. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, donc on a bien compris, donc la langue, c'est pas seulement un instrument de communication, c'est un instrument de pouvoir, d'influence. Bien sûr, maîtriser sa langue, c'est une force. Par exemple, je fais cette présentation dans ma langue maternelle. C'est bien sûr plus facile que de la faire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Si je fais un entretien d'embauche, surtout en tant qu'employé potentiel, face à quelqu'un qui parle une autre langue que la mienne et que je dois me défendre dans cette langue, j'ai un désavantage. Et bien sûr, le fait qu'une langue soit apprise, ça donne aussi d'autres avantages. Par exemple, la culture, on voit les films hollywoodiens circulent à travers la planète entière, ce qui donc procure des revenus aux producteurs hollywoodiens qui sont extrêmement conséquents. Bien sûr, ça va avec le fait que le marché potentiel est très grand parce que l'anglais est enseigné, et globalement la visibilité de la culture américaine qui est véhiculée par l'anglais est très forte. Ce qui crée une attente ou un potentiel pour les créateurs anglophones. C'est pour ça que je pose la question, voyez-vous un entretien d'embauche dans une langue que vous ne maîtrisez pas? Bon, on est dans un contexte polyglotte, peut-être que certains le feraient, ce serait un bon défi, mais je crois que beaucoup de gens hésiteraient. Même chose dans l'éducation. Alors, être éduqué dans sa langue, il y a plusieurs études. Alors, on peut parler du niveau de base, apprendre à lire et à écrire. Plusieurs études disent que c'est mieux d'apprendre à lire et à écrire dans sa propre langue, mais quand on pense aussi à l'éducation supérieure, peut-être un cas qui serait un peu plus proche des pays développés, de l'Europe, de l'Amérique du Nord. Donc, par exemple, j'avais lu un article que j'ai pas retrouvé, mais qui disait que même en Scandinavie, c'était le Danemark qui était concerné. Les jeunes Danois qui suivaient des cours dans les universités danoises en anglais posaient moins de questions et étaient moins actifs que dans les cours où c'était le danois qui était utilisé. Donc même eux qui censément sont d'extrêmement bons locuteurs et qui probablement le sont par rapport à d'autres pays, sont de très bons locuteurs de l'anglais, sont désavantagés par le fait de ne pas être éduqués dans leur langue maternelle. Un autre exemple, c'est un article d'il y a à peu près une dizaine d'années, à une époque, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, chez Porsche, donc le constructeur automobile allemand, il y avait énormément de réunions qui se faisaient en anglais et auxquelles participaient des ingénieurs allemands. Et une étude avait montré que ces mêmes ingénieurs allemands hésitaient à parler lorsqu'ils se jugeaient pas suffisamment bons locuteurs de l'anglais et que c'était pas les meilleurs ingénieurs mais les meilleurs anglophones qui donnaient leurs idées, qui participaient aux réunions. Donc là encore même on est à un niveau élevé de gens ingénieurs compétents et qui probablement étaient capables de soutenir une conversation, mais même eux sont désavantagés. Et donc ils avaient trouvé que la créativité en fait technique s'en trouvait affectée du fait de la maîtrise imparfaite de la langue. J'ai parlé des produits culturels, donc c'est évident, je veux dire, tout circule à travers un espace linguistique, que ce soit les livres, les revues scientifiques, c'est très important, revues scientifiques où il y a un quasi-monopole linguistique en ce moment. La traduction se fait en général dans un sens et pas dans l'autre. On traduit les livres des grandes langues, mais les petites langues sont moins traduites. Ce qui fait qu'on a des flux finalement unidirectionnels entre les pays. Donc par exemple des pays anglophones vers les pays non anglophones, des pays par exemple francophones vers toutes sortes de pays qui le sont plus ou moins. C'est un avantage pour un pays qui produit quelque chose, un produit culturel, de pouvoir le vendre à l'extérieur. Et pour ça, on a besoin de la langue. L'autre manière de le voir, donc là on a parlé peut-être des pays qui se faisaient un peu lésés par l'état linguistique du monde, par les inégalités linguistiques, par le fait d'être peut-être plus bas que peut-être ce qu'ils voudraient dans cette pyramide des langues. Mais faire partie d'un espace linguistique, c'est aussi faire partie d'un espace économique. Il y avait donc une étude de la Fundación Telefónica, qui est une fondation espagnole, donc qui dépend de Telefónica, qui avait conclu
que 16%, c'est quand même beaucoup, 16% du PIB de l'Espagne dépendait indirectement ou directement de l'espagnol. Donc du fait qu'il existait un marché hispanophone de 400 millions d'habitants qui permettait notamment de renforcer de multiplier son attractivité par 3 pour l'immigration, multiplier les échanges commerciaux par rapport aux autres pays par 4 et qui multipliait par rapport aux pays non hispanophones les investissements directs par 7. C'est beaucoup. En France, il y a eu un rapport similaire, le rapport Attali sur la francophonie, qui insistait aussi assez sur la valeur de la francophonie. Dans ce cas-là, il estimait à peu près 6% la part du PIB des pays francophones qui dépendait de la langue française. Donc très important pour les pays qui font partie d'un grand espace linguistique, très important donc aussi pour eux, de leur point de vue, de le défendre. Et de le défendre parce que, alors, certains dans la salle connaissent peut-être déjà le rapport Grün, ça fait déjà 13 ans qu'il a été publié, mais c'était un exercice de quantification des gains qui étaient faits par les pays anglophones dans l'Union européenne du fait que, y compris même par rapport aux autres grandes langues, français et allemand, l'anglais a été utilisé. Et la conclusion, c'était que les gains nets pour le Royaume-Uni étaient de l'ordre de 10 milliards d'euros. Donc, les langues, ça vaut quelque chose. C'est pas juste, bien sûr, on dit c'est près du cœur des gens, c'est important pour eux, mais ça a une valeur aussi monétaire. Et les pays et les grands espaces linguistiques, en fait, ont un intérêt économique que quelquefois d'ailleurs, ils ne voient peut-être pas toujours très clairement, mais il y a un intérêt économique clair à savoir se tenir debout et se défendre. Donc, là, je parlerai rapidement aussi, dans le rapport, on parlait d'un scénario où il y aurait une langue neutre, dans le cas du rapport qui était l'espéranto, qui aurait été utilisé. Et dans ce cas-là, il y aurait un gain net de 25 milliards d'euros par an pour le reste de l'Union européenne. Donc j'en ai parlé, l'exemple qui était pris c'était l'espéranto. Je parle espéranto entre autres parce que je m'intéresse à ce genre de sujet. Donc voilà, ça c'est petite réclame. Donc on parlait de langue neutre. Il y a des gens qui disent oui, mais est-ce que l'anglais ne serait pas déjà une langue neutre du fait que les anglophones sont minoritaires? Certains ont même donné à cet anglais entre guillemets neutre le nom de Globish, donc Global English. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement, on en parle bien sûr de plus en plus souvent en Europe avec le Brexit. Est-ce que l'anglais devient l'espéranto? Ce genre de questions. Moi, je serais un peu sceptique parce que le fait est que quand même si on parle un anglais imparfait, le modèle reste quand même un modèle anglophone et c'est vrai pour toutes les langues. Je pense que pour l'instant, on n'a pas vu de grande langue internationale qui s'est complètement émancipée dans la période moderne de son espace culturel d'origine et qui aurait donc la possibilité de jouer un rôle neutre. Ça nous amène, donc quand on parle de langues, de grandes langues qui permettent à des locuteurs de langues différentes de communiquer, donc finalement cette lingua franca, actuellement l'anglais mais à une autre époque d'autres langues, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imposer, étant donné l'importance de la chose, importer l'énormité des coûts en jeu, des gains économiques à faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imposer ou est-ce que c'est quelque chose qui est spontané? D'ailleurs, donc pas mal de gens finalement disent la situation actuelle finalement est spontanée. L'est-elle vraiment? Bon, on a quand même beaucoup d'entreprises, de ministères de l'éducation qui enseignent l'anglais et aussi d'autres grandes langues, des organisations internationales. Bon, ça fait quand même beaucoup d'États pour quelque chose qu'on voudrait spontané. Donc la planification n'est pas toujours là où on croit. À une époque, quand même, il y a eu une lingua franca d'origine un peu organique. Dans le Moyen-Âge, c'était la lingua franca méditerranéenne, qui était basée sur du vocabulaire roman. Donc peut-être qu'un jour, ça pourrait quand même arriver. Et si ça arrivait, ce serait quand même globalement une bonne chose. Donc on ne peut pas prédire l'avenir. Est-ce que si jamais il devait y avoir, on devrait revenir à une langue neutre, ça pourrait être l'espéranto, une autre forme de langue spontanée. Bon, je ne peux pas le prédire, mais ça s'est déjà vu. Et avec évidemment les interactions immenses qui existent entre pays actuellement,
avec des fois des organisations comme l'Europe, ici c'est le Parlement européen, où les interactions sont entre vraiment de multiples langues, donc 24 langues officielles, on peut, face à ces coûts, on peut quand même se demander si ça vaut le coup, s'il ne faudrait pas quand même une langue commune. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à un problème où, quelquefois, quand on a trop de langues, en fait, on glisse vers moins de langues. Parce que ça augmente la probabilité, ça augmente les coûts, et ça met une pression sur les utilisateurs à se choisir une langue commune. Si on avait juste 2 ou 3, c'est facile. Il suffit de les apprendre, il suffit de les traduire. Et c'est d'autant plus important, ce glissement de trop de langues à trop peu de langues, que quand on décide d'utiliser une langue, quand on l'apprend, on entre finalement dans un réseau de locuteurs. Réseau de locuteurs donc, dont l'utilité augmente à chaque fois que quelqu'un se rajoute au réseau et donne bien sûr une raison de plus de l'apprendre. Donc l'utilité croît avec la taille. Et donc c'est là qu'on est actuellement, des grandes langues qui ne peuvent que croître et peut-être des plus petites langues qui peut-être ne peuvent que décroître, surtout si les locuteurs sont plurilingues peut-être. Ils ont le choix d'utiliser des langues. Font-ils les choix qui favorisent leur langue maternelle? On ne sait pas. C'est pour ça que là, j'en arrive à quelque chose un peu controversé, mais je dis, pour protéger des langues grandes et petites, est-ce que jusqu'à un certain point, il ne faudrait pas... alors là, je parle d'isolation, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même avoir toujours une base majoritaire quelque part? C'est très difficile d'apprendre une langue quand tout le monde parle une lingua franca autre déjà. Donc par exemple, aller au Danemark, essayer d'apprendre le danois, les gens vous répondront en anglais. Même à Montréal, souvent les gens parlent en français avec un accent, beaucoup de gens répondront en anglais. Donc considéré comme lingua franca. Donc c'est une première barrière à la vie des langues petites, moyennes et même grandes. On a le fait que les gens s'adaptent et en général essayent d'accommoder le locuteur. C'est pour ça que justement les gens ont tendance à parler ces grandes langues, même quand ça se fait au détriment des petites langues. Et puis ça supprimerait aussi quand même la joie des polyglottes. Aller dans un pays, essayer d'apprendre sa langue, se faire toujours répondre dans une autre langue, c'est pas très drôle. Donc il y a un peu un dilemme, c'est un peu peut-être on pourrait appeler ça le dilemme des polyglottes ou le dilemme des langues. Moi je trouve les gens ont souvent 2 attitudes, soit une attitude un peu plus individualiste, je vais apprendre plusieurs langues et je vais les parler à chaque fois selon le contexte qui me paraît le mieux. Donc peut-être si j'ai appris l'anglais et que je trouve qu'au Polyglot Gathering, parler l'anglais, c'est ce qui me permet de communiquer avec le plus de monde, je vais le faire tout le temps. Mais en même temps, on peut avoir un point de vue collectif par rapport à sa langue et de dire non, quelquefois il faut faire un effort, ou même pas un effort, mais il faut être prêt à parler seulement sa langue parce que c'est ça qui lui donne la valeur. Si personne la parle, il n'y a plus de valeur. Et c'est vrai pour les petites langues et pour, jusqu'en ce moment, des langues quelquefois assez importantes qui n'ont pas le statut de lingua franca. Ce qui donne espoir, c'est qu'à certains endroits du monde, il y a des petites lingua franca qui existent. Par exemple, là, c'est une image de Port-Louis à l'île Maurice, parce que tout le monde parle créole mauricien là-bas. Le créole mauricien est une toute petite langue qui n'a aucun statut international. Et pourtant, localement, c'est la lingua franca. Je ne sais pas exactement comment on peut atteindre cet état vraiment ailleurs, mais quand je parlais d'endroits où la langue est majoritaire, d'une base où finalement c'est la langue principale, tout le monde doit l'apprendre par nécessité, on voit des cas comme ça où beaucoup de gens sont multilingues et pourtant il y a une petite, entre guillemets, lingua franca qui perdure. Donc peut-être que ça pourrait être un modèle pour la survie et le statut des autres langues. Donc là, on arrive vers la fin, c'est bon, je n'ai pas trop dépassé. Donc, est-ce qu'on va vers une réduction donc de la diversité linguistique du monde, étage par étage de la pyramide des langues, ou est-ce qu'on va vers un monopole? Alors bien sûr, dans les langues, il y a beaucoup d'inertie. C'est-à-dire que
quand quelqu'un a appris quelque chose, quand des populations entières ont été éduquées dans une langue, le changement se fait quand même en plusieurs générations, parce que d'abord les adultes ont souvent plus peur d'apprendre de nouvelles langues, mais bien sûr aussi l'investissement mis pendant des années fait qu'on hésite en général à tourner vers une direction complètement différente. Il y a aussi d'autres facteurs, par exemple, pour les grandes langues dont j'ai parlé au début, la dispersion géographique, le fait d'être présent à différents endroits et de ne pas être concentré, est bien sûr un facteur favorable parce qu'on peut trouver des locuteurs à différents endroits. Par exemple, le monde francophone, on en trouve à peu près sur tous les continents, ça c'est un plus. Bien sûr, on regarde ça peut-être pour les questions, mais est-ce que la facilité joue un rôle? Est-ce que vraiment il y a une facilité des langues ou est-ce que c'est complètement... je prends l'exemple peut-être du russe. Beaucoup de gens parlaient russe dans l'espace soviétique, langue considérée comme difficile, y compris par... il y avait des non-slaves qui la parlaient, donc ils le faisaient. Donc peut-être la facilité n'est peut-être pas un facteur qui facilite la propagation des langues. Peut-être qu'on sera sauvé par la technologie aussi, la traduction automatique, et que le problème du statut sera réglé par le fait que tout le monde portera un traducteur qui permettra peut-être de parler sa langue maternelle en toutes circonstances. Donc, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va aller donc vers une nouvelle pyramide des langues? J'ai essayé de prévoir un petit peu l'avenir en faisant une synthèse d'indicateurs extrêmement qualitatifs. Par extrêmement qualitatif, je veux dire que j'ai juste pensé et j'y suis allé au doigt mouillé. Pour les langues, le siècle. J'ai classé différents facteurs en faible, 2 points, moyen, fort, 2 points, moyen, 1 point, et faible, 0 point. On pourra y revenir parce que j'arrive presque à la fin de mon temps, mais en faisant ce petit exercice et en regardant un petit peu est-ce que les conditions démographiques sont favorables, est-ce que les locuteurs sont riches, est-ce que la croissance économique de l'espace linguistique est importante? Est-ce qu'il interagit beaucoup avec d'autres espaces linguistiques? Est-ce qu'elle est fortement enseignée? Est-ce qu'il y a une inertie? Est-ce qu'il y a un historique déjà d'apprentissage qui fait qu'on peut s'attendre à ce que ça continue? Est-ce qu'elle est utilisée dans la diplomatie? Est-ce qu'elle a un prestige culturel? Est-ce qu'elle a une dispersion géographique? Là, j'ai le facteur facilité, l'accessibilité. Est-ce qu'elle est facile à apprendre et à enseigner? Donc j'ai fait ce petit exercice et finalement, je me suis trouvé, sans a priori, avec des résultats, un classement donc par ordre de points, qui finalement n'est pas si loin de la pyramide actuelle des langues. Donc, à la fin de ce petit exercice, j'ai l'impression qu'on ne va pas vers un très très grand virage, un très très grand changement de l'ordre, de la forme de la pyramide. Je crois que pour les quelques prochaines générations, on va peut-être rester à une hiérarchie des grandes langues, un peu comme on la connaît, avec peut-être, on ne l'espère pas, mais des étages au bas de la pyramide qui, eux, sont vulnérables, les petites langues. Donc voilà, donc c'est fini, ou presque. J'ai 2-3 choses à dire, mais donc moi je pense que la langue, c'est quand même quelque chose qui définit un genre, c'est ça, de continent mental. Hein. Wittgenstein disait « les limites de ma langue sont les limites de mon monde ». Et Camus disait un peu la même chose, mon pays c'est la langue française, on voyage à travers sa langue beaucoup plus facilement qu'à travers une langue étrangère, ou à travers une langue étrangère commune à tous, par exemple l'espéranto, au hasard. Ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'il ne faut pas en apprendre. Proverbe hongrois, on est autant de personnes qu'on parle de langues. Moi aussi j'aime apprendre des langues, donc c'est bien sûr pas l'inverse que j'essaye de dire. Mais la langue, donc, c'est une barrière qui unit, parce qu'elle crée des espaces. Elle coupe peut-être des pays ou des peuples les uns avec les autres, mais elle en unit aussi dès qu'ils sont parfois distants de milliers de kilomètres. Je parle de ce genre de sujet sur un petit blog que j'écris pas très souvent, qui s'appelle Idées Multiples, donc idesmultiples.ca. Si ça vous intéresse l'espéranto, juste comme ça, à Montréal, où j'habite, il y aura le Congrès mondial d'espéranto en 2020. Et si ça vous intéresse les langues, venez au Langfest à Montréal. Donc c'est cet été, fin août, c'est la 3e édition. Si vous ne pouvez pas y aller cette année, venez l'année prochaine. Et bien sûr, vous y serez bienvenus. Et qui plus est, Montréal est une grande ville quand même en Amérique du Nord
pour découvrir les langues et les rapports entre les langues. Donc merci, 32 minutes, pas trop mal. Donc si vous avez des questions, ouais, je vais les lire sur Slido. Pardon? Oh, you have question? Ok. D'accord. Alors, je vais lire les questions. Ah oui, j'aurais peut-être là les questions, j'avais des suggestions de questions. Si vous voulez en rajouter, voilà. Mais peut-être qu'il y en a trop. Est-ce que mon Slido est déjà ouvert? Non. Est-ce que c'était une bonne idée de ne pas ouvrir le Slido? Non. Mauvais conférencier. Alors. Polyglotte. Voilà. On est quoi? On est HI là? Voilà, HI. D'accord. Donc, on commence par les plus populaires. Alors, le polyglottisme en Europe, une affaire de riches et de geeks, alors qu'en Afrique, ce serait une pratique quotidienne. Ouais, je crois qu'il peut y avoir un petit peu de vérité là-dedans. Ce que je note, c'est que finalement, pour bien des gens, et que ce soit là dans des pays développés ou des pays non développés, par exemple beaucoup de gens en Europe donc vont apprendre l'anglais parce qu'ils y voient une nécessité. C'est sûr que parler 10 langues et aller au Polyglot Gathering, c'est un peu finalement un hobby. Donc c'est sûr que l'approche à la langue, le fait de se dire je vais aller dans un entretien d'embauche et me faire poser des questions dans une langue que je maîtrise imparfaitement, c'est plus stressant que de me dire que je vais aller à Bratislava au Polyglot Gathering pendant 4 jours et m'amuser à parler bien ou mal des langues. Il y a une part de vérité là-dedans. C'est vrai que c'est pas une mauvaise chose. Moi j'aime bien le côté geek. Vraiment 5 minutes? Ah oui. Donc, mais il y a une part de vérité. Alors, prochaine question, puisqu'il nous reste 5 minutes. Que penses-tu des interlangues entre langues d'une même famille, comme le slovio pour les langues slaves, une autre pour les langues finno-ougriennes? C'est pas totalement faux, mais bon, c'est quand même pas facile de lancer une langue construite. On l'a vu, même, je veux dire, donc l'espéranto, qui est la langue construite à vocation internationale la plus parlée, et bien que ce soit tout à fait non négligeable, parce que c'est quand même un exploit, étant donné que personne ne soutient l'espéranto, que c'est les espérantophones qui font tout, aucun État ne l'appuie. C'est difficile de lancer une langue à vocation internationale. Je serais plus porté à dire que on pourrait apprendre aux gens à comprendre passivement les langues de leur famille et on pourrait atteindre quelque chose d'assez semblable. Mais je crois que c'est quelque chose qui créerait moins de résistance un peu sociale, voilà, devant la nouveauté, etc. Donc apprendre à comprendre l'espagnol, l'italien, ça c'est quelque chose, un type de cours qui passerait très bien. Donc apprendre une interlangue latine ou slave, bon, c'est tout à fait possible. Il y a des gens qui en ont créé, bien sûr, mais je crois que socialement, ce serait un peu plus difficile à faire passer. Et je viens de répondre à la question « Que penses-tu de l'intercompréhension entre langues d'une même famille ?» Donc voilà, je pense que j'y ai répondu. Contre-exemple, chez Renault-Nissan, l'anglais permettait aux Français et aux Japonais de bien communiquer sur un pied d'égalité, car tout autant mauvais. C'est pas tout à fait faux, même si je pense que il devait quand même avoir un... Là, bien sûr, je sais pas, je connais pas le sujet en détail. Il devait quand même y avoir une hiérarchie entre compétences des différents locuteurs francophones et japonophones qui, à mon avis, a pu jouer un peu comme approche. Enfin, je ne serais pas surpris que ce soit le cas. En termes économiques, est-ce que la France se tire une balle dans le pied à autant promouvoir l'anglais et si peu le français et les autres langues? Alors, c'est une bonne occasion de faire le lien avec le polyglottisme quand même. C'est qu'effectivement, il y a plusieurs grandes langues dans le monde, comme on l'a vu, qui ont une valeur économique vraiment importante et de plus en plus importante. Donc effectivement, il faut... Pourquoi négliger, surtout que certaines de ces grandes langues, comme l'espagnol et le portugais, sont des langues romanes, donc facilement accessibles pour les Français. Donc oui, je pense qu'il faut plus pousser les autres langues, mais aussi, surtout, il faut être conscient de l'espace linguistique francophone. Et peut-être une critique que je ferais, c'est que
sans nécessairement dire qu'il faut bien sûr l'abandonner, c'est qu'une priorité absolue, dans le cas de la France, est donnée à l'Europe et la francophonie est un peu négligée. Or, en fait, je pense que c'est la combinaison des deux qui a une valeur importante. C'est le fait d'avoir des relais. Donc, bien sûr, par exemple, d'un point de vue français, on est européen, on a des voisins, on est dans l'Union européenne, etc. Mais on a des relais et des amis importants qui nous connaissent, je veux dire, à travers l'histoire. Par exemple le Québec, par exemple donc les pays africains francophones, bien sûr tous les francophiles du monde aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. J'ai pas fini tout à fait le slido, mais s'il me reste une minute, je prendrai cette question. Et même chose pour le Québec en particulier, qui est isolé en Amérique du Nord. Donc mettre l'accent sur le français, ce qu'on essaye quand même de faire depuis un certain temps, c'est stratégique. Are there any significant similarities between all languages across families? Examples. Alors, c'est vraiment une question de linguistique, je pense, qui est un petit peu en dehors de du sujet. Honnêtement, je ne saurais pas y répondre. C'est trop technique. Penses-tu qu'il y a eu une conférence secrète sur l'anglais en 1961 pour planifier comment assurer la domination mondiale de l'anglais? Alors, je n'étais pas au courant de cette théorie, mais ce que je sais, c'est que, bon, merci, les pays, en général, quand même, défendent leurs intérêts et leur langue. Et bon, dans le cas des pays anglophones, c'est de bonne guerre. Ils essayent d'exporter. La langue, en fait, on l'a vu, par exemple, avec le rapport Grain. J'ai pas parlé de ce qui faisait ce qui composait ces gains, mais par exemple, juste l'enseignement et les voyages linguistiques sont une source énorme de revenus. Et bien sûr, à une échelle moindre, sont une source de revenus pour tous les pays qui parlent des langues importantes, pays francophones, pays hispanophones, l'Allemagne aussi, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est aussi à promouvoir pour ces autres grandes langues. Alors, on arrive à la fin, une minute. Ton opinion sur le multilinguisme au niveau politique comme en Europe? Les délégués sont très clever. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas une langue commune? Je suis pas trop sûr de savoir répondre à ça. En fait, en réalité, ils parlent en ce moment jusqu'à un certain point une langue commune, ou quelquefois trois, français, anglais, allemand, en ce moment souvent l'anglais, donc souvent ils savent ça. Le problème, comme on l'a vu, c'est qu'il y a des déséquilibres, et il y a des asymétries très fortes qui avantagent certains et désavantagent d'autres. Et peut-être si on a 30 secondes, je peux prendre la question de notre ami ici, oui, au fond. Je pense que c'était avec le t-shirt orange. Votre opinion, c'est un effet négatif de Brexit, de l'importance de l'anglais? Est-ce que c'est négatif de... Effect negative, okay, in English, it's a negative effect on the role and importance of English because of Brexit. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Ah, est-ce que le Brexit... Ah, ok, j'ai pas compris, j'avais pas entendu le mot Brexit. Beaucoup de gens pensent en fait que non. En fait, je soupçonne que non, à cause du statut de lingua franca actuel de l'anglais. Donc, mon intuition serait que, en fait, pas vraiment. Certaines personnes disent en plus que ça renforce sa neutralité. Bon, donc, en fait, je pense qu'il n'y aura pas énormément de changements. Donc voilà, ce qui conclut un peu la présentation. J'espère que c'était compréhensible. Il fait chaud, on digère, on a fini.